Monaco a toujours été une terre de culture, une terre d'accueil pour les grands artistes. Massenet, Saint-Saëns, Sarah Bernhardt, Diaghilev, Joséphine Baker, Folon. Cette tradition perdure avec Maxime Venguerov, considéré comme l'un des plus grands musiciens vivants. Les scènes les plus illustres se l'arrachent. Né en Sibérie en 74, déjà violoniste à 5 ans, Maxime Venguerov est un surdoué. Sa professeure de violon, très dure, ne l'a jamais traité comme un enfant. La légende dit même qu'elle lui aurait donné un coup de poing dans le ventre dès son premier cours. Protégé de Rostropovitch, Maxime Venguerov a même entamé une carrière de chef d'orchestre. Il a remporté les plus grandes récompenses telles que des Grammy Awards et vit à Monaco avec sa femme et ses 3 enfants. Nous avons souhaité aller à la rencontre de ce virtuose dans la somptueuse mezzanine Eiffel de l'hôtel Hermitage. Ce polyglotte a exceptionnellement accepté de s'exprimer en français. Quel privilège de vous rencontrer. Enchanté, c'est privilège de moi. Ça fait combien de temps que vous vivez à Monaco? Presque 25, 26 ans. 26 ans, oui. D'accord. Alors attendez, vous êtes né en Sibérie, donc en Russie. Oui. Mais vous êtes encore russe? Russe, non. Non, russe pas. Vous êtes israélien. Israël et allemand. Et allemand. Ouais. Ghana. Si vous voulez. Mais à la maison, vous parlez quelle langue? Espéranto. Très tôt, le violon est devenu le mode d'expression de Maxime Venguerov. Véritable prodige sous l'ère soviétique, son archet de violoniste lui permet, à seulement 10 ans, de remporter sa première distinction, le concours Wieniawski de Poznań, puis il a l'honneur de jouer avec des orchestres étrangers tels que le Philharmonique de la BBC. Le début d'une carrière de légende, son compositeur préféré n'est autre que Mozart. Vous avez un point commun quand même avec Mozart, la précocité. Parce que vous avez commencé à jouer à 5 ans. Oui, un peu avant. Un peu avant. Votre papa faisait du hautbois. Hautbois. Ma mère, elle était chef de chœur pour les enfants. J'ai été né avec atmosphère de musique. C'était ma vie, c'était mon philosophie, c'était tout. Il faut commencer très jeune. Bon, pour moi, c'est trop tard là. Mais je peux pas. Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Est-ce que je peux vous offrir une tasse de thé? Dans cette magnifique mezzanine Eiffel de l'hôtel Hermitage, on a quand même des lieux extraordinaires à Monaco. Ouais, c'est incroyable. Mais alors, j'ai vu qu'à 10 ans, déjà, vous avez joué avec l'orchestre de la BBC. Oui, à peu près 10 ans, j'ai déjà commencé à voyager. Merci. Voyager, j'ai été aussi en France, en Allemagne, partout, en Japon. J'ai fait une grande tournée. Et là, c'était l'ère soviétique. Oui. Pour vous, c'était l'évasion grâce à la musique ou c'était avant tout la musique? Musique, c'était mon passe vert. Oui. La musique, c'était votre visa? Oui, c'était mon visa. Et comme j'ai commencé à jouer violon, ma professeuresse, Galina Turchaninova, le nom très long, très compliqué, mais elle était comme ma mère. Donc elle était difficile avec vous. Elle voudrait tester si j'ai tout ce qu'il faut avoir pour musicien. On ne peut pas jouer violon sans force. Tu as de la force? On dit, ah oui, bien sûr. Et j'ai frappé avec mon corps comme ça. Ah, c'est vous qui avez frappé votre professeur de musique? C'est pas elle qui vous a frappé? Non. Elle m'a dit, oh oui, maintenant, maintenant j'ai confiance, tu peux être musicien. D'accord. Donc il faut quand même de la force physique. Force physique. Parce que justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut, pour devenir Maxime Venguerov, reconnu comme le meilleur violoniste au monde? Quand même. Oui, vous ne voulez pas le dire, moi je le dis pour vous, en tout cas c'est ce que tout le monde dit, tous les plus grands connaisseurs. Merci. Quand on veut devenir Maxime Venguerov, au-delà du fait qu'il faille commencer à 5 ans manifestement, c'est avant tout du talent pur, un don, ou c'est du travail? Le travail, c'est 95%. D'accord. Oui. Et 5, c'est
c'est le plaisir. D'accord. Mais sans les 5% de talent, Oui, oui. les 95 autres pourcents de travail, ils ne servent pas à grand-chose. Non, non. D'accord. 100%, oui. Oui. Il faut avoir le bon équilibre. Donc, vous avez eu une grande professeure, en tout cas qui vous a été très utile quand vous étiez tout jeune, et puis vous avez eu un mentor exceptionnel, Rostropovitch. Oui, Rostropovitch, il était un grand mentor, un grand maître pour moi. Maître musical, maître pour la vie, parce qu'il est... Donc un violoncelliste, évidemment, on a tous en tête ces images de lui devant le mur de Berlin. Et c'était à la fois un violoncelliste et un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, il était aussi un grand pianiste. Il était joué avec sa femme, Galina Wisniewska. J'ai rencontré pour la première fois lui à Monaco. J'ai été joué pour lui. Et après, c'était un concert chez lui. Et après le concert, il m'a invité à dîner avec le prince Régnier, le prince Albert II. Donc c'est Monaco qui vous a réunis? Oui, oui. Pour moi, Rostropovitch, c'était une étoile. Rostropovitch, son professeur, c'était Shostakovich, Prokofiev. Et j'ai appris cette histoire de lui, cet héritage, pour être un étudiant de Rostropovitch. C'est un grand honneur. Je n'ai pas seulement pris l'information, j'ai aussi pris l'héritage de grands musiciens de passé. C'est quand même étonnant parce que vous êtes une star mondiale de la musique et donc il y a énormément d'articles sur vous et puis il y a des rumeurs. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais lu dans une de vos biographies, c'est que c'était votre professeur de musique qui vous avait frappé. Là, je découvre que c'est vous qui l'avez frappé. Maintenant, le fake news, c'est le meilleur. mais c'est ça. C'est étonnant. J'ai lu aussi qu'en 2007, vous aviez mis fin à votre carrière de violoniste. Je dis au public que j'ai fait une pause pour jouer violon pour 3-4 ans. Une pause de 4 ans quand même. 4 ans, oui, 4 ans, ouais. Parce que je voudrais étudier être chef d'orchestre. Parce que c'est un métier, c'est un full-time job. Il faut vraiment étudier. Quand on est chef d'orchestre, il faut comprendre tous les instruments. Tous les instruments. Le jeu violon, c'est horizontal. Parfois, on joue le 2 et 3 cordes, 4 cordes. Oui. Mais dans l'orchestre, il faut écouter et comprendre tout. Donc c'est comme si vous jouiez avec un violon à 50 cordes. Oui, c'est ça, c'est ça. Et après, quand je reviens de morceaux de Beethoven, Brahms, Tchaïkovski et Sibelius, je reviens avec autre expérience. Donc ça vous a enrichi, oui. ça a enrichi votre don, votre capacité à jouer du violon. Oui, oui. Quand Brahms écrit cet concert, il n'était pas violoniste. Mais il ne comprend pas beaucoup de violon. Mais ils écrivent une symphonie avec violon intégré. Il faut comprendre toutes les partitions, pas seulement le violon. Mais qu'est-ce que vous préférez, vous? Le violon ou être chef d'orchestre? Comme je joue avec le violon, c'est moi qui exprime l'émotion. Parfois, la vie d'un soliste peut être un peu isolée, parce que je voyage beaucoup, je joue un concert, ou je joue 2 répétitions avec orchestre et après, fini. Avec orchestre, on peut partager. Je peux partager cette musique comme avec mes amis. C'est une autre expérience. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Oui, grande responsabilité. Être un chef d'orchestre, c'est pas seulement être musicien.
c'est aussi être manager, organizer. Comme vous êtes sur la scène devant l'orchestre, les orchestrants sont très expérimentés, ils peuvent garder cette chef et ça prend 3 secondes. Comme chef, il faut être aussi il faut transmettre cette musique. Comme je suis professeur, je dois transmettre la musique. Et après, comme je suis soliste, ça aide beaucoup être expérience à autre métier, comme chef et professeur. Que ce soit en tant que soliste ou chef d'orchestre, Maxime Venguerov est un passionné. Avec lui, l'exigence est poussée à son paroxysme, au service d'un rêve de perfection, et l'artiste dispose d'une botte secrète. Ça fait combien de temps que vous avez ce Stradivarius? Oh, j'ai presque 30 ans. Presque 30 ans? Oui, presque 30 D'accord. ans. Oui. Donc en fait, Stradivarius, c'est ce très grand luthier du XVIIIe siècle. Je fais à peu près 1000 violons, mais ça violon, un de 10 ou 20 le meilleur instrument. Et alors, ça s'appelle un Kreutzer parce qu'il a appartenu à Kreutzer. Oui, c'était joué par Kreutzer. Oui. Joué par Kreutzer. Et obtenir, acheté par Kreutzer. Qu'est-ce qui distingue un Stradivarius d'un autre violon? Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui distingue ce Kreutzer d'un autre Stradivarius? Cet violon, c'est créé par Stradivarius à fin de sa vie. Il était déjà presque 90 ans. D'accord. Il a fait à cette... c'est incroyable. Il a vécu jusqu'à 90 ans au XVIIe siècle? Oui, d'accord, donc il avait compris des choses, ce Stradivari. C'est comme aujourd'hui, 120, 130. Bien sûr. 130. Et après certains âges, il a fait autre modèle plus robuste, plus fort. Et ça permet d'exprimer le son plus fort, plus riche. Quand je joue cet instrument avec l'orchestre, je peux mélanger les couleurs avec horn, ou flûte, ou le cello. Maxime, accepteriez-vous de nous interpréter un morceau pour rencontre? Avec plaisir, je vais jouer la dernière partie de morceau très connu, Chaconne de Bach. D'accord. Donc la Chaconne de Jean-Sébastien Bach, qui est la fin de cette deuxième partie. Pourquoi ce morceau? Ce morceau est très important pour moi parce que j'ai commencé à jouer ce morceau à l'âge 14. D'accord. Ce morceau accompagne moi toute ma vie. Et aussi pour Bach, c'est une histoire personnelle et tragique parce qu'il revient une fois à sa maison. Il a trouvé sa femme décédée. Elle est décédée. Elle a écrit une deuxième partie et à la fin, c'est cette chaconne.
pense que vous avez l'habitude d'applaudissements plus nourris. Il n'y a que moi pour l'instant. Quel morceau magnifique. Merci. Donc ça, c'est la chaconne de Jean-Sébastien Bach. Oui. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous jouez un morceau comme ça? C'était écrit à 1720. Mon violon Stradivarius, elle est née 7 ans après. Ouais. Il y a une connexion dans le temps entre votre instrument. Histoire, connexion, le personnel, tragédie personnelle pour lui-même. Et je joue ce morceau depuis l'âge 14. Ce morceau accompagne moi toute ma vie. Et à 14 ans, vous compreniez le morceau? Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelques années de plus. Oui. Donc j'imagine que vous avez une compréhension différente aussi de ce que ça représente un morceau comme ça, en termes de maturité. Tous les jours, j'ai une expérience, une nouvelle expérience de ma vie, et ça donne quelque chose pour ma musique. Est-ce que vous laissez d'autres artistes, d'autres interprètes utiliser votre violon, ou alors il n'y a que vous qui Jamais, pouvez... jamais. C'est Vous le tenez sous bonne garde et c'est un objet d'une valeur quasi inestimable. C'est la vie de l'instrument et je pense qu'elle est protégée par... Il y a un ange gardien qui garde un œil sur votre... Oui, parce qu'à l'époque, quand j'ai été 25, j'ai acheté cette violon. Après 2 ans, j'ai oublié cette violon dans l'avion et j'ai récupéré. Après, aux objets trouvés. Vous êtes oui. aux objets trouvés. Après, j'ai été laissé... Ils ne se rendaient pas forcément compte. Oui, oui. Parce que c'est dans la presse. J'ai vu que ce violon, vous l'avez acquis en 1998 pour 1,5 million de livres ou de... Alors, c'était pas encore en euros, mais l'équivalent d'1,5 million d'euros. Ouais. Et maintenant, on doit être à 10 fois plus. Ouais. Parce que c'est pas beaucoup de monde connaît ça, mais le violon est un instrument rare. Ça prend valeur tous les ans, presque 20%. Oui. Ça prend 20%, et surtout quand c'est joué par Maxime Venguerov, je pense que ça prend une valeur. Mais ça, de toute façon, vous n'allez jamais le revendre, il va rester dans la famille. Oui, mais jamais. Vous le gardez dans la famille? Oui. Parce que votre fille, vous avez 2 filles, une de 11 ans et l'autre de 13 ans. Oui, 11 ans, Pauline, elle joue violoncelle. Ouais. Et Lisa, elle est 13 ans, elle joue piano. Et parfois, on joue trio. Vous faites un trio? Oui. Ah, ça doit être joli à voir, ça. Trio Venguerov. Merci beaucoup. Vous êtes né en Sibérie, Russie, pays en guerre, vous êtes de nationalité israélienne, pays en guerre également, mais vous êtes un artiste, vous ne faites pas de politique, mais j'ai lu quelque part que vous trouviez que la musique avait un pouvoir de guérison, power of healing. Ouais. Est-ce que vous servez de votre instrument pour communiquer quelque chose? Quand j'étais 5 ans, pour moi, c'était les raisons d'être à la scène, c'est jouer pour les gens, pour le public, pour partager ma musique, pour faire unification avec tout. Cet monde turbulent, très difficile, j'espère que quand je joue pour 1 ou 2 heures récital ou avec l'orchestre, ça permet à tous les publics être ensemble. Et je pense que cette musique, par exemple, la musique de Beethoven, c'est construit comme ça, from darkness to light. De l'obscurité à la lumière. Oui, mais quelque part, donc ces 3 pays, vous avez cité notamment l'Allemagne, mais c'est vrai qu'il y a une connexion forte avec la guerre, encore dans l'imaginaire. Ouais. La Russie, l'Israël, maintenant vous êtes à Monaco. C'est peut-être le pays où vous avez le plus vécu dans votre vie d'ailleurs, Monaco. Vous vous sentez peut-être un petit peu monégasque. Et à Monaco, il y a
grande histoire aussi musicale. Il y a eu des grands compositeurs comme Massenet, comme Saint-Saëns, qui ont beaucoup travaillé à Monaco, et avec la Salle Garnier et l'opéra. Ici, il y a l'opéra, il y a un très bon orchestre. Avec cet orchestre, j'ai été aussi un artiste résident pour 2 années. C'était un grand honneur d'être ici, toujours jouer ici, mais vivre ici. Monaco, c'est une principauté, c'est petit, mais c'est très riche avec culture. Mais Maxime, quand on est considéré comme le meilleur violoniste au monde, quand on a remporté toutes les récompenses, les Grammys, les gramophones, qu'est-ce qui fait que vous continuez à avoir envie? Je pense que la première chose, c'est l'amour pour la musique, l'amour pour la vie. Donc l'envie de partager avec le public. Ah oui, pour le public. Et je ressemble, quand j'étais 23 ans, j'ai été donné par UNICEF rôle comme UNICEF ambassadeur pour la musique classique. Vous avez été le premier artiste de musique classique à être nommé ambassadeur de l'UNICEF. Oui, oui. Pour s'occuper des enfants. Oui, j'ai été voyager dans le pays Ouganda, en Afrique. J'ai été joué pour les enfants qui ont perdu son parent, qui ont perdu tout à sa vie. Et j'ai été joué pour musique. Et quand j'ai été joué, c'était remarquable parce que j'ai été regardé sur le visage de cet enfant avec musique. There is hope. Il y a de l'espoir. Il y a l'espoir, il y a la vie. Maxime Venguerov en est convaincu, la musique a un pouvoir de guérison. C'est pour cela que cet immense artiste israélien, né en Russie, joue et enseigne la musique à travers le monde. Il a remporté les plus grandes récompenses, connu tous les honneurs et vit sa passion en famille à Monaco avec une humilité qui force le respect. Une belle rencontre.